This is Radio Bonhomme. Radio Bonhomme, rien ne nous arrêtera. Radio Bonhomme, vous faites bien de l'écouter. Radio Bonhomme, c'est l'information, de la musique, des documentaires et des jeux. Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers internautes de Radio Bonhomme. Bienvenue à notre échange, le face-à-face. Aujourd'hui, comme d'habitude, un invité de marque, un démocrate révolutionnaire dans l'âme et dans l'esprit, panafricain de la rare espèce depuis des décennies. Pour ceux qui suivent la galaxie panafricaine, il est un homme aux multiples contributions, des contributions diverses, très appréciées, et ceci depuis des décennies. Notre invité, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Monsieur Komblak Moli, est secrétaire général du MOLTRA, le mouvement pour la libération, écoutez bien, la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Bonjour mon frère et bienvenue à cette émission de Face à Face sur Radio Bonhomme. Bonjour compatriote Nkom Wad. Je salue tous les followers, comme on le dit dans le nouveau jargon. Donc je salue tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de ce débat. Mon frère, et d'abord, comment tu vas et tu es prêt à discuter toutes les questions? Il y a des questions que tu ne veux pas qu'on affronte. Ou alors, tu es ouvert à tout? Non, je suis prêt et ouvert à tout. Merci. Ok. Avant de donner le sommaire, il y a une question qui te colle. Il y a une expression qui te colle à la peau. Il s'agit de l'expression qu'on utilise déjà dans toute notre galaxie. C'est l'expression anco-coloniale. Quelle inspiration, cher frère. Comment tu arrives à cette expression et qu'est-ce que ça te dit lorsque tu comprends que c'est quelque chose que les Africains, les Panafricains, ont presque tous adopté maintenant? Effectivement, le terme anglo-colonial, c'est un terme que nous avons inventé. C'est une invention du MOLTRA, notamment de ma personne, en 2011, quand j'avais fait l'analyse de la situation guerrière qui était celle de l'Afrique à l'époque, où il y avait deux grands pays, la Côte d'Ivoire et la Libye, était détruite par Sarkozy et ses amis, appuyés par Obama. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'appeler les pays africains des enclos coloniaux, parce que la réalité des États africains correspondait effectivement à une sorte d'enclos. Ce sont des enclos qui ont été construits où les Africains sont parqués et puis de temps en temps, ceux qui ont construit ces enclos décident d'intervenir
d'assassiner, de tuer, de remplacer des gens, de remplacer des régimes. Ça veut dire que pour toi, c'est pas encore fini la colonisation, c'est ça? Pas du tout. Nous sommes en plein dedans. Si nous avons créé le Moltra, c'est parce que nous avons estimé que nous sommes dans une situation de colonisation et que de cette situation-là ne peut naître rien de bon pour l'Afrique. Donc les Africains se fatiguent tant que le système colonial va continuer pour rien du tout. Et puis nous sommes partis de l'idée que l'Afrique étant dans une situation coloniale, il va falloir aller vers des luttes de libération nationale. C'est ça que l'histoire a indiqué au peuple dominé. Donc les Africains sont en train de piler de l'eau et de transpirer pour rien en faisant tout ce qu'ils font actuellement. Quoi. Voilà, parce que on va entrer dans les détails. Hein. Nous avons 1 heure au moins aujourd'hui, ce soir. D'abord, je répète pour ceux qui viennent de nous prendre. Aujourd'hui, avec mon frère Komla, nous parlerons de la question panafricaine. Nous parlons des stratégies de libération, des stratégies de développement de nos pays. Et en sommaire, donc, d'abord l'actualité. On parlera du parcours de notre invité, qui est-il, hein. On parlera de son association, de son mouvement où il est secrétaire général au Moltra, du sommet France-Afrique, ou alors Afrique-France de Montpellier. Et ensuite, à la fin, donc, nous allons décortiquer en profondeur le thème, c'est-à-dire la question panafricaine, les stratégies de libération. Nous allons faire l'état des lieux et ensemble, nous allons discuter sur les propositions. Ensuite, comme d'habitude, les questions des internautes, les questions des différents auditeurs et nous allons conclure. Nous espérons donc un débat franc, un débat très proche de la réalité, parce qu'on sait que au Moltra, c'est des réalistes qui regardent les choses d'une façon très froide, sans complaisance. D'abord, nous commençons par l'actualité. L'actualité pour toute personne avec des idées panafricaines, c'est la création du parti de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Comment tu l'as appris, comment tu te sens aujourd'hui? Quelle stratégie créer notre parti alors que Laurent Gbagbo a le FPI qui est encore là? Le président Laurent Gbagbo a été libéré et blanchi de toutes les ignominies dont on l'a accusé. Il est tout à fait normal qu'il retourne dans son pays et qu'il reprenne les activités politiques pour lesquelles il a payé un lourd tribut. Maintenant, il se fait que son parti politique, le FPI, le Front populaire ivoirien, s'est trouvé pris en otage par quelques individus qu'il avait enterrés avant même sa mort. Et donc, étant revenu, ben voilà, Laurent Gbagbo se retrouve confronté à une sorte d'OPA qui a été fait sur son parti politique. Et bien, il a jugé utile et nécessaire de créer un autre parti politique avec la même énergie, la même fougue, avec les mêmes idées. Oui, allez-y. Ouais, et puis à partir de là, Laurent Gbagbo envisage reposer les questions politiques clés sur le tapis et essayer de réanimer le débat politique en Côte d'Ivoire de sorte à ce que les vraies questions qui minent ce enclos colonial comme les autres enclos coloniaux soient mis sur le tapis pour qu'il y ait un vrai débat et puis peut-être à terme passer le flambeau comme lui-même il l'a dit, c'est-à-dire qu'il est en train de partir, donc il va falloir qu'il laisse un héritage outre que ce qu'il a déjà accompli en Côte d'Ivoire avant la destruction de son régime et son arrestation, son incarcération, et puis son transfèrement, sa déportation coloniale à la Haye, et d'où finalement il a été libéré, et je crois que c'est une bonne chose. Je pense que la présence de Laurent Gbagbo va réanimer le débat politique en Côte d'Ivoire. Oui, ben, il y a une particularité cette fois-ci. Le FPI a toujours été jugé, à l'époque de Laurent Gbagbo, je ne parle pas de FPI de Afghanistan, comme un parti très proche des idées panafricaines. Mais cette fois-ci, Laurent Gbagbo a clarifié déjà au niveau du nom. Il n'y a plus d'ambiguïté. Il s'aligne sur la dynamique panafricaine. Est-ce que Laurent Gbagbo, dans sa démarche, n'aimerait pas avoir d'autres partis du même nom partout en Afrique? Parce que là, il dit parti des peuples ou des populations africaines, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre les années à venir au même cycle, Togo, Bénin, Gabon, Cameroun, et ainsi de suite? Certainement, je pense que beaucoup de panafricanistes vont embrayer et vont suivre la trace de Laurent Gbagbo et vont créer des sections locales de ce parti qui vient de naître. En tout cas, si la logique de ce parti politique, c'est de s'inscrire dans le schéma électoraliste classique, comme Laurent Gbagbo l'avait fait avant d'être capturé en 2011, je pense que là, on serait en face d'une difficulté.
ce parti politique doit avoir, à mon sens, une ligne populaire, révolutionnaire, pas au sens électoraliste du terme, mais plutôt un mouvement populaire qui va viser le renversement du système en place. Si c'est ça, la trame de ce parti politique, eh bien, je lui prédis un grand avenir. Si tel n'est pas le cas, si c'est pour aller aux élections dans le système actuel et puis de faire le jeu électoraliste, alors que nous savons très bien que dans les enclos coloniaux, les élections ne sont pas une réalité, eh bien, je pense que ce parti ira au-devant des difficultés et l'illusion sera au rendez-vous. Et je ne pense pas que ce que nous voulons aujourd'hui, ce soit ça. Et donc, j'espère vraiment que dans d'autres enclos coloniaux, des Africains vont s'emparer de ce que nous avons initié pour essayer de l'adapter véritablement au contexte qui sera le leur et puis essayer d'avancer vers la concrétisation des idéaux panafricanistes que porte ce parti. Ok, les dernières semaines au Togo, déjà la question qu'on pose est qu'est-ce qui fait la force, la longévité des EADMA? D'où vient la faiblesse de l'opposition, la faiblesse créable, très poussée de l'opposition togolaise qui tantôt boycotte les législatives, vont au présidentiel et revient avec 52 propositions, espérant que voilà celui qui n'a jamais accepté la concurrence politique ait appliqué ces 52 propositions. Qu'est-ce que tu as comme lecture de ces zigzags de l'opposition togolaise? C'est pas simplement une question de l'opposition togolaise. La question, c'est la question des opposants africains. Tout d'abord, il faut savoir que ces oppositions sont des oppositions institutionnelles. Hein. Ce sont des oppositions institutionnalisées, officielles. En gros, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été cooptés par le système parce qu'ils ont créé des partis politiques. Et ces gens ont pour mission principale d'accompagner le système en place. Donc, de le légitimer en quelque sorte en lui donnant une pluralité, en lui attribuant des qualificatifs de pluralité, du débat, etc., alors que la réalité est tout autre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les partis politiques africains, et par conséquent togolais, ne peuvent pas apporter la solution aux Africains. Et ça, nous le disons depuis 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans des régimes démocratiques où le pouvoir se transmet par le vote. Donc, créer des partis politiques, multiplier des partis politiques, s'attribuer le nom d'opposants, c'est juste la poudre aux yeux. Et donc, ces gens ont inscrit les populations africaines dans une logique électoraliste qui ne cadre pas du tout avec le problème africain qui est, je le rappelle, un problème colonial. Et un problème colonial, on ne peut pas le résoudre avec des élections ou avec des partis politiques. Tout simplement. On y arrive, hein, on va dans le développement de la stratégie que Moltra et que tu proposes, on va aller en profondeur dans toutes ces questions. Donc c'est là, et je vais finir par dire simplement que ces opposants, ce qu'ils donnent comme résultat est tout à fait conforme à leur ADN et à ce qu'ils ont produit comme réflexion. Donc ces gens sont totalement en déphasage avec la réalité africaine. Voilà pourquoi ils passent de la contestation violente à la coopération via le dialogue, des élections législatives et des appels à la médiation et puis des appels au bon sens et à l'humanisme du dictateur comme si le dictateur avait un cœur humain. Ok, la dernière actualité qui nous a frappé, hein, elle vient d'une dame, ministre des Affaires étrangères de notre contrée sœur, la République centrafricaine. Une sortie musclée, comme on le voit rarement, une femme qui a été ferme vis-à-vis au positionnement de la France, qui n'arrive pas encore à accepter que quelque chose est en train de se passer, ou alors quelque chose d'autre par rapport à ce que la France a prévu est en train de se passer en République centrafricaine. Quelle est ta lecture de cette sortie du ministre des Affaires étrangères, notre cher Sylvie Baipo de la République centrafricaine? Je n'ai pas suivi ça, malheureusement. Elle a fermement traité le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, et le président de la France de menteurs, puisqu'ils ont la prétention que le pays est maintenant sous le contrôle de la Russie, avec des mercenaires qui ont pratiquement remplacé l'État. En fait, elle juge d'un ton très ferme de faux ces accusations de la France. Ou alors, quelle est l'inquiétude de la France lorsque la Russie glisse un peu dans le continent africain, selon toi? Mais, oui, bon. On lui arrache le gombo, on lui arrache le biscuit dans la bouche. C'est tout à fait normal, c'est la guerre entre puissances coloniales. Donc,
Je pense que les Africains, là encore, filent du mauvais coton en faisant ce qu'ils sont en train de faire parce qu'aucune puissance sur cette terre n'est là pour défendre et protéger les intérêts des Africains. Donc, à un moment donné, il va falloir que les Africains s'assument et assument leurs responsabilités devant l'histoire, reconquérir leur espace, développer de vrais États en résolvant les problèmes endogènes qui sont les leurs. Donc, la France est tout à fait dans son rôle puisque elle est dans son territoire, dans son espace. Et c'est les Africains eux-mêmes qui pensaient qu'ils sont indépendants, alors que la France a toujours considéré les enclos coloniaux comme ses propriétés. Ces territoires font partie du patrimoine français. Voilà pourquoi la France réagit de cette façon. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités pour se débarrasser de la France et puis des autres pays qui lorgneraient sur les terres africaines en pensant que les Africains sont en divorce avec la France et que pour eux, c'est une aubaine. Donc, il faudra que les Africains lisent clairement l'histoire pour savoir ce que les peuples ont toujours fait quand ils ont été confrontés à cette sorte de compétition inter-impérialiste pour s'accaparer de leurs terres. Ok. On a fini avec l'actualité et on pourra passer des heures et des heures, mais vu le temps qui nous est imparti, on passe maintenant au parcours. On a entré, mon cher frère, partout depuis une vingtaine d'années, mais la question qui revient, on ne sait pas qui est comme là. Est-ce que quel est son parcours, quel est son gagne-pain, sa profession, c'est révolutionnaire d'aller frapper partout, l'Afrique est dérangée. Si on te posait la question en 2-3 phrases de te présenter, qui est le panafricain, le frère comme là. Ouais, j'ai fait des études de droit dans mon pays, le Togo, avant de m'exiler. J'ai quitté mon pays et puis je vis aujourd'hui en Suisse, où je travaille pour le syndicalisme parce que cela correspondait à mes convictions, parce que vous savez très bien que la Suisse c'est un pays qui est atypique, hein, où les gens parlent doucement, tout est calme, alors que c'est un pays qui a un passé historique assez tumultueux et guerrier d'ailleurs. Mais aujourd'hui, bon, avec les banques, les assurances, vous savez que la Suisse, c'est un pays qui ouvre ses portes aux plus tyrans qui déposent leurs richesses ici, enfin tout ce qu'ils ont volé dans leur pays ici. Et puis donc, j'ai choisi de m'inscrire dans le syndicalisme. Et donc, je suis syndicaliste, je suis actuellement dans une organisation de travailleurs. Okay. Et je défends les travailleurs. Donc, je fais du droit du travail et les assurances sociales. Je m'occupe des travailleurs, de leurs problèmes les plus basiques jusqu'aux plus compliqués. Et je les défends devant les tribunaux, devant les employeurs. Je négocie pour eux. Je négocie des conventions collectives, etc. Et je suis responsable d'un secteur chez mon syndicat à Genève. Ok. La question qui revient, est-ce que ton exil, c'est un exil forcé? Parce que nous sommes, moi je parle de moi là, nous sommes des exilés économiques. Hein. Est-ce que tu te considères comme un exilé économique ou alors tu as été chassé par le groupe Yadema qui dirige aujourd'hui? Je fais partie de la vague qui a quitté le Togo dans les années 2005 à la succession de Faure Gnassingbé de son papa, décédé le 5 février 2005. Eh bien, je fais partie des jeunes qui avaient véritablement mobilisé la population contre ces successions héréditaires de type colonial. Et donc, cela m'a valu des poursuites parce que je m'étais opposé très fermement à ce régime comme mes autres compatriotes avec qui j'entretiens des relations de continuité, de combat que nous avons engagé au pays aujourd'hui au sein de la diaspora togolaise. Ok, on rappelle à nos auditeurs et à nos internautes de partager massivement parce que dans quelques instants, nous attaquons le sujet qui est la question panafricaine, la stratégie de libération et de mouvement de l'association de notre frère, le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, MOLTRA. Merci de partager, merci de poser aussi vos questions parce que nous aurons une phase de questions-réponses avec notre invité. Nous voulons parler du MOLTRA, l'association que tu gères. La question qui vient, dans quel contexte et quand a été créé le MOLTRA et quelle est sa mission? Le MOLTRA, c'est le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. C'est la continuité de la jeunesse unie
pour la démocratie en Afrique, en abrégé JUDA. Donc, nous, pourquoi le changement? Parce que là-bas, c'était la jeunesse, et maintenant, parce que vous avez considéré que vous avez vieilli, et que bon, le combat continue, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que nous avons considéré que le vocabulaire doit aller avec la réalité. Quand on a créé la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, on était parti de l'idée de la démocratie, et puis progressivement, on avait compris que la démocratie, c'est une notion piégée pour nous, et qu'au nom de la démocratie, justement, on pouvait soutenir les pires dictatures en Afrique et soutenir ce qu'on appelle la stabilité. Et donc, nous nous sommes départis de ce terme démocratie, et puis, chemin faisant, nous avons réalisé que, au lieu de faire une association classique, il va falloir nous inscrire dans une sorte de mouvement populaire. Et ce mouvement populaire, comme nos analyses se fondent sur le fait que nous considérons que nous sommes des enclos coloniaux au lieu d'être des États en Afrique et que nous sommes dans une situation coloniale, il va falloir libérer et puis reconstruire l'Afrique. Donc, à partir de l'année 2010, nous avons changé l'acronyme du mouvement pour désormais MOLTRA, ce qui veut dire Mouvement pour la libération totale, la reconstruction de l'Afrique. Et le nom déjà résume complètement ce qui est notre... Oui, mais on n'a pas souvent, vous n'avez pas souvent assez communiqué, peut-être dans votre stratégie. Est-ce que vous pensez qu'on peut assimiler votre mouvement à un mouvement comme l'UNITA, un mouvement de libération qui est prêt à tout pour libérer l'Afrique? Est-ce que vous êtes conscient de que cette assimilation-là est possible? Bah, c'est possible, sauf que si les gens nous lisent, nous écoutent, nous regardent, ils doivent savoir que le MOLTRA a une ligne claire. Nous ne sommes pas des gens qui prônent la révolution armée. Nous sommes pour une révolution populaire parce que nous avons compris que dans l'histoire, la force suprême, c'est le peuple, c'est pas les armes. Et quand le peuple s'organise, quand on l'organise et puis qu'on le met en mouvement, eh bien, ce peuple réagit plus que la bombe atomique. Mais donc, un peuple qui est affamé, un peuple qui a en face des machines de violence sans pitié, ce peuple s'organise comment? En tout cas, peut-être qu'on va mieux l'approfondir à la troisième partie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là une difficulté que vous posez lorsque vous en faites exclusivement la libération? Votre motto, vous excluez les démocrates apparemment, puisque vous avez enlevé le mot démocratie. Bah, si les Africains considèrent qu'il y a une possibilité d'aller à la démocratie dans un contexte colonial, bon, c'est à eux de le démontrer. Moi, je n'ai pas vu ça dans l'histoire. Donc, nous nous basons sur ce que l'histoire a enseigné au peuple. Donc, depuis la haute antiquité, quand un peuple est confronté à la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire la souffrance, tout ce que vous venez de décrire, la faim, etc., ce sont plutôt des carburants d'une révolution. Donc, si les Africains considèrent ces situations-là comme des facteurs d'empêchement pour aller vers leur libération, eh bien, c'est leur problème. Mais nous considérons que c'est plutôt des carburants qui doivent alimenter la colère et ce qui doit nous pousser à nous organiser pour reconquérir notre espace, pour pouvoir le redéployer vers la satisfaction des besoins des Africains. C'est la seule solution. En tout cas, les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui ont eu le même parcours. Voilà, à quelques exceptions près, ou à quelques particularismes africains près, mais la réalité, c'est que tous les peuples ont dû s'affranchir des difficultés que leur sont posées par les élites internes soutenues de l'extérieur pour s'affranchir et reconstruire leur territoire. Si les Africains s'estiment être incapables de faire ce cheminement que l'histoire impose au peuple, eh bien, nous resterons comme nous sommes. Oui, on va approfondir la question de la stratégie de la libération. Mais il y a un mot qui revient. Après l'enclos colonial, il y a une seconde expression qui est, je crois, votre création. Vous parlez toujours du tsunami populaire. C'est quoi le tsunami populaire? Alors, le tsunami populaire, nous disons que, nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans une logique d'un mouvement pour la libération totale, la reconstruction de l'Afrique. Et notre stratégie, c'est de dire que nous avons besoin, pour y arriver, de mobiliser le peuple africain et le renforcer, lui donner un caractère puissant. Faire partie le peuple africain dans son état de misère, de faiblesse absolue aujourd'hui, vers un état de puissance retrouvée. Et donc, pour y arriver, nous avons besoin de d'abord mobiliser notre peuple
de le former, de l'organiser, de le structurer et ensuite le mettre dans des conditions pour pouvoir asséner le coup de poing fatal à ce système pour pouvoir avancer. Et cette puissance-là, nous l'appelons un tsunami populaire. Ça veut dire que nous aurons une vague de population suffisamment puissante pour ne pas être contenue par le système. Et comme je l'ai dit, une force populaire, il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité qui ait pu s'opposer à ça. Si les Africains ont des exemples à me donner, qu'ils me les donnent, mais nous disons que la force réelle et la force totale, la force incontestable, inattaquable et inarrêtable dans l'histoire de l'humanité, c'est un peuple organisé et un peuple qui est debout. Et donc, c'est ça que nous appelons le tsunami populaire. Le tsunami populaire. On va peut-être encore à la fin, dans la stratégie finale, peut-être encore poser plus de questions par rapport à comment ça peut s'agencer. Qui peut devenir membre de Moltra? Quelles sont les conditions? Comment est-ce qu'on devient? On vous retrouve où? Comment? Ça, et de deux, quelques activités des dernières années qui montrent quand même que le Moltra est en ville, le Moltra est en activité, que le Moltra fait des choses. Qui peut devenir membre? Alors, devenir membre, c'est tout Africain conscient de la situation, ou des Africains qui sont à la recherche d'un endroit où retrouver d'autres Africains pour discuter, apprendre, échanger et puis construire. Donc, tout Africain ayant envie de participer au combat de libération de notre continent est le bienvenu au sein de notre mouvement. Donc, vous avez un site de référence? Nous avons un site internet qui s'appelle moltra.org. Donc, les gens peuvent aller là-dessus pour voir et nous contacter. Et je suis aussi disponible moi-même et d'autres camarades sur la page Facebook du Moltra. Donc, si des gens vont sur Facebook, ils tapent Moltra ou YouTube, et nous avons aussi une chaîne où les gens peuvent nous trouver très facilement. Ok, avant de discuter sur les stratégies de libération du continent, on est là maintenant, on veut évoluer vers ce qui se fait parce que entre-temps, de l'autre côté, ils ne dorment pas. Voilà une image qui nous est proposée par la régie et je crois les images tirées sûrement sur les pages, les sites de Moltra. Tu peux faire quelques commentaires? Oui, effectivement, ça c'est notre site internet. Je remercie la réalisation pour son travail professionnel et très efficace d'aller rapidement chercher ces informations et de les mettre à la disposition de nos auditeurs. Merci beaucoup. Ok. Je crois que on va pas te lâcher aujourd'hui sans parler quand même parce que il y a eu cette comment on l'appelait, ce sommet de Montpellier avec un nouveau format organisé par des gens très connus dans le monde africain. La première question, selon toi, quelles sont les intentions de Macron lorsqu'il change le format de cette constellation avec les pays africains? Quelle est son intention? Non, écoutez, la France est dans sa logique. Depuis le XVIIIe siècle, un géographe français, précurseur des grands stratèges, géostratèges comme on les appelle aujourd'hui, avait écrit un livre intitulé « Lâchons l'Asie et prenons l'Afrique ». Donc la France a été chassée de l'Asie et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé refuge en Afrique et depuis lors, la France ne veut pas lâcher l'Afrique. Donc, il est tout à fait normal que Macron organise un sommet France-Afrique et le dénomme sommet Afrique-France. Donc, on inverse les choses comme pour dire que la France-Afrique est morte et voilà, place un nouveau format des relations franco-africaines, ce qui en réalité est une fumisterie, c'est une escroquerie, puisque les mêmes éléments, les éléments constitutifs de ce sommet sont exactement ce qu'on connaissait au temps de De Gaulle et de son homme de main, Jacques Foccart. Jacques Foccart. Donc, les Africains qui s'associent à ce type de sommet se trompent de chemin. Ils se trompent de chemin. Oui, mais comme là, tu vas pas quand même nous dire que Achille Mbembe et Kako Mobutu, qu'ils sont naïfs, eux à qui on a confié la mission. Tu vas pas dire que ces gars, ils sont naïfs. On connaît quand même ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont apporté pour la conscientisation et l'ouverture d'esprit. Même nous autres aujourd'hui, nous nous recueillons sur les œuvres de ces grands. Tu penses qu'ils sont naïfs?
Je ne pense pas, je ne dirai jamais que ces gens-là sont naïfs. Je pense qu'ils sont en train de filer du mauvais coton parce qu'ils ont choisi la mauvaise stratégie. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est justement ce que je dénonçais. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a fait ce que les Africains veulent faire pour pouvoir s'affranchir. Parce que ces gens-là pensent qu'ils vont tout simplement moraliser le dominateur, ils vont essayer de le cajoler, lui retourner ses propres valeurs, ses propres discours pour pouvoir l'amener à la raison. Ben non, ce n'est pas comme ça que les choses se posent dans l'histoire. Donc les Africains sont en train de filer du mauvais coton en s'inscrivant dans cette stratégie-là. Donc Achille Mbembe et ses camarades sont en train de prendre une mauvaise stratégie parce que cette stratégie-là n'a jamais payé dans l'histoire et ne va pas payer. Donc la France ne changera pas ses pratiques parce que la France puise une partie de sa force, de sa puissance et de son existence même en Afrique. Donc ne demandez pas à la France d'abandonner ce qui alimente ses veines. Donc là, Macron, lui, sait pertinemment ce qu'il veut. C'est les Africains qui se prêtent à ce jeu, qui se trompent de chemin parce qu'ils considèrent que en s'inscrivant dans la logique révolutionnaire, cela, peut-être pour eux, c'est quelque chose qui est utopique compte tenu de la situation d'aujourd'hui. Deuxièmement, ces gens pensent que c'est un chemin très difficile parce que très étroit et imposant même des sacrifices énormes jusqu'au sacrifice suprême. Donc, ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Et ces gens en font partie de l'élite. Donc, c'est des gens qui ont été à l'école des Occidentaux et qui voient la situation aujourd'hui de l'Occident sans savoir que l'Occident est arrivé à cette étape-là en passant par d'autres étapes plus compliquées que nous devons nous aussi franchir. Donc, ces gens-là pensent qu'il va falloir changer les termes de référence du problème pour changer le problème, alors que le problème, au fond, existe. Donc, ça, pour moi, c'est une erreur stratégique majeure et je pense que beaucoup d'Africains l'ont compris. Mais le problème, c'est que si ces Africains vont sur ce terrain, c'est parce que notre courant, notre ligne n'arrive pas à s'imposer et ne fait pas quelque chose de concret non plus. C'est ce qui fait que ces gens sont dans une sorte de... On va parler de la ligne dans quelques instants. Je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre qu'aujourd'hui, nous parlons de la stratégie de libération et de développement des pays africains avec le secrétaire général du MOLTRA, le Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, mon frère Komla Pokle. Avant de parler des États, l'état des lieux, l'état des lieux, quelle est la situation en Afrique, et après les solutions que le MOLTRA propose, tu m'as donné la perche en parlant des intellectuels. Je vais lire ici ce que le Paul Sédar Senghor dit. Il dit ceci. Ce que je crains, c'est que dans l'avenir, sous la poussée fatale de la libération de l'Afrique, nous soyons amenés à sortir de l'orbite française. Voilà. Il y a ce complexe que beaucoup d'Africains ont toujours gardé. Parce que il y a beaucoup d'Africains qui pensent que si on quitte le maître, qu'est-ce que nous deviendrons si nous quittons le maître, si nous quittons la maison du maître, puisque nous n'avons pas nous-mêmes appris à construire notre propre maison, eh bien... Mais Achille Mbembe, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé en Afrique du Sud, il a travaillé au Sénégal, il a travaillé un peu partout dans le monde. Quand même, le monde ne se limite pas à la France. Oui, mais le problème de ces intellectuels qui s'associent à la colonisation, ou soi-disant la moderniser, la changer et la retourner en lui ôtant ses pics, ben ces gens se trompent parce que à terme, c'est eux qui seront mangés. Parce que Macron est dans une logique très claire. La France, comme les autres pays occidentaux aujourd'hui, se trouve confrontée à un déclin progressif. Et la Chine, qui est le pays moteur aujourd'hui sur la scène internationale en termes de puissance économique et qui va continuer à grandir, ça fait peur. Et donc, à un moment donné, la France a besoin de refaire les choses en Afrique, de remettre un peu les habits neufs au vieil homme, au vieux système. Donc, en fait, tout ce qui est là, c'est beaucoup plus cosmétique. Voilà, c'est juste cosmétique. Et ceux qui s'associent à ça se trompent lourdement. Et je maintiens mon analyse en disant que Achille Mbembe et ses camarades se trompent de chemin. Pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils adoptent la mauvaise stratégie, parce que ces gens considèrent que s'ils s'inscrivaient dans la logique révolutionnaire populaire, cela leur perdra beaucoup de temps et puis que c'est certainement une stratégie irréaliste, alors que c'est justement ce que l'histoire a. On va parler, dans 10 minutes, on parlera vraiment en profondeur de cette stratégie de tsunami populaire. Nous voulons un peu avancer
sur l'état des lieux, parce qu'on veut quand même changer quelque chose. Pour changer quelque chose, on aimerait savoir ce que c'est. Pourquoi il faut changer? On va énumérer avec toi, naturellement, tu pourras m'aider. Je commence par la misère et la pauvreté extrême. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit en début de notre conversation que l'Afrique est dans une situation de colonisation. Les richesses de l'Afrique nourrissent et servent le monde depuis l'Antiquité, depuis la haute Antiquité. Ça fait 3000 ans que le peuple noir a été chassé de l'Égypte, détruit et démoli, sorti de l'histoire. Et donc, toutes les richesses, à commencer par les bras et les cerveaux, ont toujours servi. La grande période des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes l'ont prouvé. Donc, nos ressources humaines ont alimenté, nourri d'autres contrées au détriment de l'Afrique. Donc, l'Afrique s'installe dans une misère indescriptible. Ensuite, cette misère, elle a été nourrie par le catholicisme colonial et le protestantisme colonial. Donc, nous sommes imbibés des idées et des croyances qui ne sont pas les nôtres, donc nous nous retrouvons dans une misère spirituelle, nous ne nous appartenons plus, notre terre ne nous appartient pas, l'école coloniale africaine a formaté des esprits, a fait des débats oiseux, inutiles, on ne nous a pas appris à construire quoi que ce soit, eh bien nous nous retrouvons dans une situation comme ça, donc on ne peut pas s'étonner que l'Afrique se retrouve dans une situation de misère totale sur tous les plans. Cette misère va s'accentuer parce que les nouveaux pays qui arrivent sur la scène internationale voient l'Afrique comme une proie facile qui est déjà abattue et qui est immensément riche malgré tout. Et donc, tous ces pays-là vont continuer à déployer leur stratégie d'implantation en Afrique. Et dans ce contexte-là, il revient aux Africains et à eux seuls. On y arrive, hein. On décrit d'abord tout simplement la situation actuelle de l'Afrique. Donc nous sommes dans une... On est dans une misère. Voilà. Tu le dis, c'est dû au fait que, bon voilà, nous sommes toujours sous la colonisation, mais une autre situation qu'il faut qu'on ait parfois limité de constater qu'on peut faire quelque chose quand même. Le tribalisme et le clientélisme est à ciel ouvert dans presque tous les pays africains. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'État. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Vous savez, tout groupe humain a besoin d'un pouvoir qui l'organise. Parce que quand un groupe humain est désorganisé, détruit de l'intérieur, comme l'Afrique l'est, entretenu dans une misère économique, politique, spirituelle, intellectuelle, matérielle, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais est-ce qu'on peut toujours mettre ça sur la France? En Afrique aujourd'hui, je crois au Togo comme au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au moins 30 à 40% de mariages sont interethniques. Mais le tribalisme reste encore un des principaux problèmes. C'est impossible. Le Moltran ne dit pas que le tribalisme constitue le problème de l'Afrique. Le problème, c'est une conséquence. Voilà, c'est l'absence d'État. L'absence d'État fait que, évidemment, il y a des petits groupes, des choses comme ça, qui vont tenir le haut du pavé dans cet espace géographique. Parce que si vous voulez réunir un peuple, en fait une nation, vous avez besoin de l'État. Vous avez besoin de l'État. Or, c'est de ça que nous sommes privés. Voyez? Okay. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous sommes des enclos coloniaux et ces enclos coloniaux ne peuvent que produire ce que nous connaissons aujourd'hui en Afrique. Et ça va s'aggraver si les Africains ne font rien du tout. Ok, un autre constat, hein, nous sommes encore sur l'état des lieux. L'échec, là, je sais que tu seras très à l'aise parce que, vu la transformation du mouvement Juda vers Moltra, l'échec des, je mets entre guillemets, des démocraties et le retour des coups d'État, dit coups d'État de rectification contre ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Non, tout d'abord, il n'y a pas un retour. C'est une continuité. Peut-être qu'on avait l'impression à un moment donné qu'il y avait une petite accalmie en termes de coups d'État en Afrique. C'est mal connaître la réalité africaine. Oui, mais c'était beaucoup plus les coups d'État constitutionnels. Mais maintenant, ça revient. Non, les coups d'État sont permanents en Afrique. C'est les coups d'État électoraux. Tous les ans, il y a des coups d'État. Les dictateurs africains font des coups d'État tous les ans. Donc, c'est une continuité. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas être pris par les urnes frauduleusement, eh bien, on prend les armes et puis on l'arrache.
Tout ça est la transcription de l'absence de l'État dans l'espace africain. Et ça va continuer tant que les Africains eux-mêmes ne vont pas mettre fin à ça. On a le cas qui est tout frais, c'est en Guinée-Conakry, où le colonel Mamadi Doumbouya vient de chasser Alpha Condé. Oui. Ce qui est intéressant, la CEDEAO condamne fermement et lui demande de laisser le pouvoir dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce que vous voulez, la CEDEAO? C'est une coquille vide, c'est l'aile marchande de l'OTAN, de l'ONU et de l'Union européenne dans la sous-région ouest africaine. La CEDEAO ne rime à rien du tout, c'est de l'amusement et personne ne l'écoute. Vous avez vu tous les coups d'État qu'il y a eu, que ce soit des coups d'État par les unes ou les coups d'État par les armes, la CEDEAO a déjà réalisé quoi? Donc la CEDEAO c'est juste du ridicule. Mais le colonel Mamadi pose des actes forts. Il a envoyé ce qui n'a jamais eu lieu en Afrique, 48 généraux en retraite, 148 officiers de la douane en retraite en moins de mois de pouvoir quand même. Est-ce que c'est pas encourageant ça? Est-ce que c'est pas le caractère? Est-ce qu'il ne nous renvoie pas nostalgiquement à Rawlings ou un peu de Sankara? Est-ce qu'on doit être totalement pessimiste comme tu le présentes? Non, c'est tout le mal qu'on souhaite aux Guinéens. C'est tout le mal. Est-ce que les révolutions de palais ne sont pas possibles? Parce que Mamadi vient en Guinée. Moi, je suis l'actualité guinéenne. J'ai eu la chance d'avoir été en Guinée en 2019 pendant que l'opposition mobilisait. Et dans le sens même du Motra, toute la population, Séloudarine Diallo mettait 1 million de personnes régulièrement dehors. Et Alpha Condé, il ne se gênait pas à tirer. Aujourd'hui, plus de 500 politiciens, c'est-à-dire les prisonniers politiques aujourd'hui libérés. Est-ce qu'on ne peut pas un peu espérer aussi que, à l'intérieur de ce que les Occidentaux pensent maîtriser, on peut avoir des révolutions de palais, des gens qui se démarquent, qui disent que oui, tiens, je vais faire quelque chose pour mon pays. Comme cela semble aujourd'hui, si on en juge au moins le colonel Mamadi de Guinée. Tout ça est possible, mais cela ne règle pas le problème. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou d'être optimiste. Tout d'abord, le Motra, nous ne sommes pas pour les coups d'État. Ça, c'est notre principe. C'est-à-dire que nous sommes pour que notre peuple retrouve sa capacité. Oui, mais il y a coup d'État et coup d'État. Oui. Lorsque quelqu'un comme Alpha Condé, pour qui était l'espoir de tout un continent, fait 11 ans sans construire une seule route et passe le temps d'embastiller, militarise. La Guinée a plus de 200 généraux. Aujourd'hui, être colonel en Guinée, c'est vulgaire. Il donne les armes, il donne les grades. Et que quelqu'un vienne redresser, est-ce que c'est pas positif? Est-ce que ce genre de coup d'État ne sont pas autres? Mon frère Wad, allons doucement. Il faut pédaler doucement. C'est-à-dire que ce qui se passe en Guinée, nous l'avons déjà vu. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, nous l'avons vu avec d'autres, notamment Dadis Camara et bien d'autres. Nous l'avons vu ailleurs dans d'autres pays également. Donc tout ça, c'est bien. Sauf que il faut savoir ce que les Africains veulent. Est-ce que nous voulons résoudre nos problèmes ou bien nous voulons nous soulager de nos peines? Tout dépend. Si nous voulons un soulagement, si nous voulons soulager un peu le corset que nous portons, ok, faisons toujours ce que nous sommes en train de faire. Non, moi, ma question réside au fait que, de façon fondamentale, le Motra condamne tous les coups d'État. Moi, je dis non, c'est réaliste. Il y a des coups d'État, de rectification et des coups d'État salvateurs. On ne peut pas condamner tous les coups d'État. Non. En tout cas, cette doctrine-là, elle nous appartient. Mais la libération totale, sans rapport de force inversé et sans regardez, est-ce que ce n'est pas utopique ce que le Motra? Non, allons doucement, allons doucement. Posons d'abord la question des coups d'État. Pourquoi est-ce que le Motra est contre les coups d'État? De principe. Nous sommes contre les coups d'État parce que nous considérons que jusqu'à présent, dans les enclos coloniaux africains, c'est la force d'un petit nombre qui domine. Et donc, quand il y a un coup d'État, il y a le passage du pouvoir d'une main autocratique dans une autre main qui est armée. Donc, ça ne change fondamentalement rien. C'est-à-dire que le peuple demeure toujours écarté de l'exercice de son pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est pas simplement une question de soulagement ou des révolutions de palais ou des coups d'État rectificateurs, etc. Non, non.
le principe du coup d'État confirme la faiblesse de notre peuple. C'est ça que nous disons. C'est ce principe-là que nous voulons ancrer dans les têtes des Africains. Et à partir de là, disons que si nous condamnons les coups d'État, quelle est la solution? Mais on a vu des généraux rétablir de l'ordre démocratique. On a vu en Espagne avec Franco. Moi, mon côté, vous pouvez pas d'un côté jouer les pacifistes et vous ancrer dans une action de libération totale. Le mot total, pour moi, est fondamental dans la dénomination de votre mouvement. Absolument. Moi, je vous parle d'absence d'État en Afrique. D'abord, quand vous voyez ce qui s'est passé en Guinée, et comme tous les autres coups d'État en Afrique, il faut savoir lire entre les lignes des déclarations de ceux qui prennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Première des choses, nous avons renversé le pouvoir de X parce que le pays est mal géré, corruption, politique, machin, tout ça. Et puis, conclusion, nous suspendons la Constitution, nous suspendons la vie politique et nous garantissons à l'étranger que les accords internationaux seront respectés. C'est la réelle politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Mais attends, c'est la réelle politique. On a vu comment les Français ont perdu. On a vu comment. Allons-y. On a vu comment les Français ont perdu 10 milliards contre les Américains en Australie pour un business de U-boat. Si vous étiez président français, vous alliez rompre les relations avec l'Amérique? Non, je veux pas que vous... Non, transposons un peu. C'est la réelle politique. Non, je veux pas que vous m'entraîniez sur des terrains trop glissants. Vous interdisez à l'Afrique de faire aussi de la réelle politique. Non, je ne parle pas de réelle politique. Je vous dis que notre continent est plongé dans une misère totale parce que le continent est sous colonisation dominé par l'étranger. D'accord? Par des intérêts étrangers qui ont structuré l'Afrique. Déjà de manière géographique. D'accord? Et puis, quand un coup d'État intervient, ce que disent ceux qui ont réalisé le coup d'État, c'est nous suspendons tout machin à l'intérieur, mais nous disons aux partenaires étrangers que les accords, tout sera respecté. Ça veut dire quoi? Il n'a pas encore l'armée. Quand Mamadi Doumbouya le dit, il n'a que sur les forces spéciales, il a autour 100 personnes qui sont avec lui. Vous voulez que le premier jour, il engage une bagarre directe contre le monde entier? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe en Guinée, ce qui s'est passé en Guinée, n'est pas quelque chose de nouveau. C'est du déjà vu. Le Moltra maintient, on se retrouvera dans 5-10 ans. Vous allez voir que c'est un échec total. Pourquoi? Parce que... Non, on va revenir. Moi, je suis optimiste. D'accord. On va revenir. Il ne peut pas avoir plus d'échecs que ce que le gouvernement d'Alpha Condé dit démocratique faisait. Non, mais je m'en fous d'Alpha Condé. Moi, je ne vous parle pas d'Alpha Condé. Je vous parle de notre peuple. Je vous parle de la capacité retrouvée de notre peuple pour pouvoir affronter les défis qui sont les siens. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alpha Condé, c'est un salopard. Je veux même pas discuter de ce gars-là parce que ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, ce sont des épiphénomènes de l'histoire. Quand on rêve pour son peuple de la grandeur, des gens comme Alpha Condé et les Faure Gnassingbé, les Doumbouya, tout ça, ce sont des épiphénomènes. Moi qui vous parle, je ne suis rien du tout par rapport à ce que je pense de mon peuple et ce que j'imagine pour mon peuple. Nous ne sommes que des éléments éphémères de cette grande histoire dont nous rêvons tous. Et donc, à partir de là, je dis que les coups d'État confirment la faiblesse et l'incapacité des Africains à s'organiser face aux tyrannies. C'est ça la grande question. Parce que le pouvoir passe de la main du tyran qui est renversé dans les mains d'un petit noyau d'hommes armés, ce qui exclut encore une fois notre peuple. Mais maintenant, si on dit ça et qu'on est en face d'une réalité où le coup d'État est opéré, maintenant, essayons de voir concrètement qu'est-ce que ce régime ou bien ces faiseurs de coups d'État feront, qu'est-ce qu'ils vont construire, et c'est là qu'on les attend. Mais moi, du point de vue de l'histoire, tout ce que j'ai déjà vécu, on ne me le fera plus. Voilà, parce que j'ai déjà vécu tout ça. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que notre peuple puisse retrouver sa capacité d'action pour pouvoir changer véritablement les règles du jeu dans son espace. De sorte à ce que si on est en face d'un dictateur comme d'un tyran obscur comme Alpha Condé, que le peuple lui-même fasse la décision, détruire tout ça et rebâtir les institutions. Ok. Toujours dans le cas de l'état des lieux, hein, on a beaucoup de choses là, mais je crois que ce point aussi important, la présence
chinoise et tout doucement également la présence russe en RCA au Mali. Quelle lecture en faire? Les Chinois sont aujourd'hui prétendument ou alors effectivement les plus grands investisseurs. Ils accordent des crédits bien ficelés pour s'accaparer après des crédits qu'on ne peut pas rembourser pour après s'accaparer de nos autonomies. C'est le principe colonial. Tout ça, vous savez, je vous ai dit que le problème fondamental que nous avons, c'est l'absence d'État. Et donc, tout ce qu'on voit là, l'arrivée des puissances, la Turquie, la Russie, le Brésil, les pays arabes, tout ça participe au grand colonialisme de l'Afrique. Mais est-ce que, par comparaison, c'est vrai, il n'y a pas de bon colon, on le dit toujours, est-ce que c'est pas toujours encore réaliste? Lorsqu'on compare, par exemple, ce que ont fait les Français en termes de faux accords de coopération et de défense, par rapport à ce que peuvent faire les Brésiliens, ou bien les Turcs, ou bien les Chinois. Non, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas ce que les pays qu'on vient de citer viennent faire en Afrique. C'est qui conclut l'accord avec eux. Si c'est les dictateurs, les Paul Biya, les Faure Gnassingbé, les Bongo, qui sont les interlocuteurs de ces pays-là, nous sommes perdants, absolument. Donc, pour que la Chine, la Russie et tous ces pays-là produisent quelque chose de bien pour l'Afrique, il faudra changer d'abord les interlocuteurs en Afrique. Et ça, c'est de notre ressort. C'est pas ces pays qui vont le faire à notre place. C'est là que les Africains ont tout faux, parce que les interlocuteurs des pays en question, des pays que nous venons de citer, ce sont des interlocuteurs là qui ont conduit l'Afrique dans cette situation avec les partenariats avec la France et autres. Donc, ne demandez pas aux pays qui arrivent en Afrique de troquer leurs intérêts contre le bien-être des Africains. C'est aux Africains de créer les conditions pour que les pays qui arrivent en Afrique fassent notre volonté, fassent ce que nous voulons et qu'il puisse y avoir de vraies négociations. Mais tant que les interlocuteurs africains seront les dictateurs africains, les rigolos comme les Alassane Ouattara, les Faure Gnassingbé et tout ça, eh bien, ne demandez pas à ces pays-là de troquer leurs intérêts contre le bien-être des Africains. Maintenant, nous arrivons au point où on va te donner la parole et que c'est très important que tu nous dises, puisqu'il s'agit aujourd'hui de parler de la stratégie de libération, libération totale, pour atteindre ce que le Moltra appelle le tsunami populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, point par point? On commence par où? On va vers où? Et après, on verra comment est-ce qu'on va transformer notre société après avoir fait ce tsunami populaire. Mais avant d'arriver au tsunami populaire, qu'est-ce qui nous bloque? On est bloqué à quel niveau? On commence par où? Le Moltra ne rêve pas debout. C'est-à-dire que les réflexions du Moltra sont inspirées de l'histoire. Il n'y a pas d'autres baromètres et d'autres instruments de mesure, de changement des rapports humains que ce que j'ai lu dans l'histoire et ce que j'ai étudié. Alors, si les Africains veulent continuer à faire ce qu'on est en train de faire, en espérant changer les choses, eh bien, bon, libre à nous. Mais l'histoire n'a pas indiqué ces voies-là. Par conséquent, ce que nous disons, c'est que notre peuple est dans une situation de désorganisation totale, de faiblesse, de misère sur tous les plans. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, le défi qui se pose aux patriotes africains, c'est d'amener le peuple africain dans son état de faiblesse, de désorganisation totale actuelle, à un état suprême de puissance retrouvée, de sorte à ce que les Africains puissent reconquérir leur espace pour pouvoir le transformer. Ça, c'est tout le parcours de tous les peuples sur la terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un petit noyau de patriotes du peuple dominé qui fait le bilan de tout ce que des gens ont fait jusqu'à l'heure. Mais on connaît le bilan. On sait qui a vendu. On sait où ils nous ont vendu et combien ils nous ont vendu. On connaît. D'accord. Alors, si on fait le bilan, alors pourquoi est-ce que de ce bilan-là, on ne tire pas les enseignements que l'histoire a donnés au peuple dominé? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ce qu'on est en train de faire en pensant qu'on peut réformer nos chaînes, qu'on peut réformer un système esclavagiste et colonial? Pourquoi est-ce qu'on continue de penser qu'on peut tout simplement faire du cosmétisme par ici, par là, faire du replâtrage et puis que la situation va s'améliorer? Parce que l'histoire n'a pas enseigné ça au peuple. La Chine dont nous parlons, en 1930, début des années 30, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de patriotes qui s'est levé, qui a fait le bilan de la domination de la Chine.
Et ces gens sont arrivés à la conclusion que voilà, il va falloir mener une révolution populaire pour libérer le pays qui était dominé, morcelé, torturé par un groupe de voyous appelés des seigneurs de guerre, comme on le voit actuellement en Afrique. Eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Courageusement, ils ont mobilisé leur peuple et ils ont porté leur peuple à un état de puissance retrouvée, de sorte à ce que ce peuple puisse véritablement affronter le système de domination installé par l'extérieur via le régime de Chiang Kai-shek. Et donc, en 1949, ces gens ont libéré leur pays. Donc, ça... Est-ce qu'ils n'ont pas... alors, entendons-nous, est-ce que ces gens, prenons les cas asiatiques aujourd'hui qui est une référence, parce que l'histoire est un peu récente, est-ce que les Chiang Kai-shek n'étaient pas organisés, est-ce qu'ils étaient loin du système dominant? Est-ce qu'ils n'étaient pas aussi des partis politiques? C'était pas l'opposition ou bien, si j'ai bonne mémoire. Parce que vous êtes de l'extérieur. Le MOTRA refuse de participer, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, à tout jeu, que ce soit la pseudo-démocratie aujourd'hui, pour avoir quelques députés, ou alors pour se retrouver comme perdant l'élection. Est-ce que Chiang Kai-shek n'était pas aussi membre, ou bien ces gars n'étaient pas aussi membres, plus ou moins du jeu politique? Non, Chiang Kai-shek faisait partie justement du camp de l'ennemi. Chiang Kai-shek, c'était les bongos d'aujourd'hui en Afrique. C'était les Nyassibé, les Wad, voilà, tout ce qu'on connaît, le IA qu'on connaît. C'est Mao, qui sont du camp des patriotes. Et donc, ils avaient une formation politique, ils participaient à l'activité politique. Non. Ces gens, ils ont d'abord fait la révolution populaire et après, ils ont changé les règles du jeu. Ils ont reconstruit leur pays. Donc, ce que nous disons... Ils ont fait le coup d'État. Non, ils n'ont pas fait coup d'État, ils ont fait une révolution populaire. C'est toute la différence. Ils se sont accaparés des instruments de gouvernance en passant par des méthodes qui n'étaient pas à l'époque des méthodes légales, c'est ça? Non, mais ils ont fait une révolution populaire. Qu'est-ce que vous voulez? La légalité face à une tyrannie, c'est quoi? C'est la légalité de la tyrannie. Perpétuer la tyrannie. Voilà. Donc, la légalité de la tyrannie, c'est justement ce qui s'oppose à la légitimité populaire. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. La légitimité populaire a renversé la légalité tyrannique et a reconstruit le pays. Donc, ce que nous disons, c'est que si nous voulons, nous, Africains, nous inspirer de l'histoire, on peut lire la Révolution américaine, la libération des colonies américaines de la domination britannique, la Renaissance italienne, la libération de la France, la Révolution allemande et la reconstruction de l'Allemagne. On peut donner tous les exemples qu'on veut. Tous ces pays-là, tous les pays qui aujourd'hui sont sur la scène internationale et qui s'affirment, sont passés par des révoltes populaires, des révolutions populaires qui ont abouti. Et même parfois par des guerres de libération nationale. C'est ça la réalité de l'histoire. Et si les Africains ne veulent pas entendre ça, de sorte que nous puissions dépasser la peur, l'écrasement, la désorganisation dans laquelle nous nous trouvons, la faim, la misère qui fait que nous avons décidé de nous abandonner au système, de nous vendre aux plus offrants, eh bien, cette situation va continuer. C'est là que le MOTRA dit, faisons le bilan. Et si nous faisons le bilan, nous allons voir que tout ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire les démocraties électoralistes à partir de la conférence de la Baule, parce que ça aussi, ça vient encore une fois de l'extérieur, où on a créé des partis politiques pour animer la scène politique de manière théâtrale avec des opposants qui ne sont pas des patriotes et ainsi de suite, avec des élections truquées, etc. Si on fait le bilan de tout ceci, nous allons voir que tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'ici n'est pas du tout adapté aux problèmes que nous avons, parce que nous avons un problème colonial que nous voulons résoudre par des moyens démocratiques, ce qui n'est pas compatible du tout. Donc, nous nous trompons de chemin. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de faire en sorte que notre peuple puisse retrouver sa capacité d'action, que ce peuple de miséreux, de désorganisés, d'affamés, soit porté à un niveau de puissance retrouvé. Ensuite, nous donnons le coup de poing fatal à ce système et à partir de là, nous reconstruisons le pays. Après ça, nous... Oui, mais mon frère, comme là, on veut arriver au tsunami populaire. La question qui reste, comment on y arrive? Alors, est-ce que il faut juste, je sais pas, comme dirait mon frère Mahmoud Pem, une nouvelle narrative? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le peuple, pour atteindre la masse critique?
pour que le peuple comprenne. Est-ce que nous faisons assez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à la masse critique pour que la masse ou alors les populations comprennent que leur intérêt passe par ce tsunami populaire? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, le défi principal, c'est pas notre peuple qui doit le relever, c'est nous. C'est les groupes de personnes et les individus qui ont compris l'histoire. Le feu doit partir de là. Et c'est là que nous échouons. Normalement, quand un groupe comme le Moltra s'est constitué, puis a commencé par tenir un discours clair, net, avec un chemin qu'il a indiqué, au lieu que les gens adhèrent au Moltra, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Des gens prennent des pans de nos discours, des segments de nos discours, et vont en faire une sorte de marchandise étalée sur Facebook et ailleurs. Et puis eux aussi, ils ont une petite clientèle. Ils s'autoproclament des leaders de rien du tout. Donc des étoiles qui brillent dans la nuit noire africaine. Et puis, eux aussi, ils ont leur petite clientèle. Et puis c'est tout. Et après, eux aussi, ils disent, unissons-nous, faisons quelque chose ensemble. Et tout le monde prêche l'unité. Il n'y a personne qui veut la faire. Donc, c'est ça notre problème. Et puis, je dis encore une fois, que si nous voulons arriver au tsunami populaire, c'est-à-dire à la force populaire retrouvée, notre courant doit travailler à partir du peuple, doit travailler à partir des villages, des hameaux, des préfectures, des villes, ainsi de suite, où nous devons instaurer et installer des bases, des petits noyaux partout, où nous commençons par réfléchir ensemble, casser les barrières qui sont instaurées entre nous, toutes sortes de barrières installées par ce système entre nous, les méfiances que ce système a instaurées entre nous et les haines, les inimitiés qui sont instaurées entre nous. Nous devons briser d'abord ces frontières-là. Parce que ce sont des frontières qui nous empêchent effectivement de nous mettre en commun, de réfléchir ensemble. Si nous refusons de faire ce travail-là, nous allons rester dans l'émiettement et donc dans la faiblesse totale. Donc, et c'est ça la stratégie du Moltra, ceux qui ont compris le discours du Moltra doivent eux-mêmes s'inscrire dans une logique de travail missionnaire. Donc, aller sur le terrain, trouver des gens autour d'eux et commencer par implémenter ce discours-là. Bon, je comprends que le Moltra ne veut pas le mot coup d'État. Est-ce que lorsqu'on décortique ce que tu développes là, ce n'est pas un appel à l'insurrection populaire? Absolument, vous avez tout compris. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Le Moltra travaille. J'avais même fait écrire beaucoup l'insurrection populaire. J'ai fait des vidéos sur l'insurrection populaire. J'ai même appelé. Il y a une vidéo sur YouTube. Vous pouvez peut-être la partager. Moi, je vous suis depuis presque 15 ans. Je vous suis. Je connais à peu près le langage. Mais je veux qu'on dise, et maintenant que nous parlons d'insurrection populaire, est-ce que ce n'est pas un risque de mettre en avant des gens qui n'ont aucune expérience de gestion étatique ou quoi que ce soit dans l'insurrection populaire? C'est-à-dire, on vous prend, vous êtes dans les beaux salons de Genève, vous prenez votre café au lac, vous avez théorisé la révolution qui va conduire à l'insurrection populaire, on vous met devant l'état de notre enclos du Togo. Vous pensez que ça ira? Non, il y a plusieurs phases. D'abord de l'insurrection. Est-ce que tu comprends mon inquiétude, ma crainte? Oui, je comprends. Mais si je donne mon exemple, je peux dire que avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai pu théoriser, je serai au moins mieux que Paul Biya ou bien Fonya Singwe. Voilà, tout simplement. En toute modestie, si on me donnait un de ces pays-là, de ces enclos coloniaux, je ferais mieux parce que je mesure la gravité du parcours du peuple africain, je mesure la souffrance de mon peuple et je vis cette histoire-là et je la connais. Et donc, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas là la question. La question, c'est, il y a plusieurs phases. Si nous voulons arriver à la reconstruction de l'Afrique, nous devons traverser des phases. Première phase, la phase de la mobilisation. Ensuite, la phase de la formation. Une fois qu'on forme les gens à la compréhension des problèmes et comment les résoudre, avec quels moyens, quels sont les instruments que nous avons à notre possession, en allant chercher les instruments de la reconstruction de l'Afrique dans le panier historique égyptien. À partir de là, nous nous organisons. Et qui parle de l'organisation parle de la structuration. Ça veut dire qu'on définit des rôles qui sont confiés à des gens ou à des groupes de gens en fonction de leur capacité, à partir de la formation qu'ils ont reçue. Et dès cet instant,
eh bien, une fois que la libération est effectuée, nous pouvons absolument reconstruire l'Afrique sans aucune difficulté, parce que tous les peuples, encore une fois, sont passés par ces étapes-là. Et l'Afrique ne va pas réinventer la roue. Donc, mais je suis pas que moi personnellement, mais l'auditeur ne serait pas d'accord à 100%. On va s'interroger que les pays comme le Vietnam qui sont en train d'écoler aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce tsunami populaire. Bien sûr que le Vietnam a fait, mon cher Nkom Wad. Bien sûr, vous le lisez. Vous donnez quelques détails. Pour moi, par insurrection et tsunami populaire, j'entends par mettre tout à plat. Écoutez, le président de la Commission économique de l'Union africaine, donc quelqu'un qui est très intégré au système, c'est un Ivoirien, il a écrit un livre. Il a écrit un livre dans lequel, j'oublie le titre maintenant, où il disait, il faut que tout soit mis à plat. C'est pas un dangereux gauchiste, celui-là. C'est pas un dangereux gauchiste, un rêveur comme Pogli, comme là. Non, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au sein de l'Union africaine et qui dit que le système est capoute, que tout est foutu, que les Africains doivent tout mettre à plat pour reconstruire l'Afrique. Celui-là, il est même plus avancé que Dem Kodjo dans le biberonnage par le système. Donc, voilà quelqu'un qui vient du système qui dit que tout doit être détruit, tout doit être refait. Sauf que lui, étant parti de cette élite-là, il ne fait pas appel au peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à la bonne intelligence des leaders d'aujourd'hui, des dictateurs africains d'aujourd'hui, pour qu'ils fassent des réformes en mettant tout à plat. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec un continent qui continue à produire des matières premières minières, minéraliennes, agricoles pour alimenter l'industrie de l'étranger, alors que nous-mêmes nous avons fait? Qu'est-ce que vous voulez faire avec un continent où la jeunesse fuit la misère en train de se faire manger par les requins sur la Méditerranée? Que voulez-vous qu'un pays ou bien un continent qui se bat pour être élu comme des pays pauvres et très endettés avec des mesures économiques de FMI, de privatisation, etc., ce qui aggrave la situation pour vous? Oui, mais mon frère, qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? Comme là, si vous ne remettez pas tout à plat. Moi, je suis un pas de l'autre côté, mais j'aimerais qu'on révisite quand même et voir que ce que le MODRA propose est peut-être une solution, mais qu'il existe peut-être des alternatives rares, certes. Prenons le cas du Botswana. Il n'y a pas eu un tsunami populaire. Ils ont eu des gens, il y a eu peut-être des révolutions de palais, des gens qui ont été cooptés, qui ont pris le pouvoir. À un moment donné, ils ont mis les intérêts de leur peuple en avant, avec de façon soft, mais intelligente. Aujourd'hui, on voit ce que le Botswana devient. C'est une référence quand même. Le Botswana fait quoi? Le Botswana, par rapport, on peut comparer le niveau de vie. Absolument. Des autres. On a vu, le cas de Kadhafi, aujourd'hui, on le pleure. Mais à l'époque, il était quand même aussi un modèle. Mon cher Wad. Oui. Mon cher Wad. Il n'y a pas eu insurrection populaire sur Kadhafi. Il a pris le pays par force. Il a décidé que je vais servir mon pays et je mets les biens de mon pays à l'intérêt de mon peuple. Absolument. Je suis d'accord. Donc, il peut avoir, c'est le fait que tu veux exclure la possibilité d'une révolution de palais par des patriotes qui peuvent dire oui, c'est vrai, on a fait des erreurs, aujourd'hui on prend les choses en main. On le fait. Kadhafi l'a fait. Non, je n'ai pas. Il n'a même pas demandé l'autorisation des Libyens pour le faire. Non, je vous dis en fait, notre réflexion au MODRA, c'est de dire simplement que, ok, ce chemin-là existe. Si les Africains veulent l'emprunter, libre à eux. Voilà. Donc nous développons. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Je vous le dis honnêtement. Je ne m'occupe même pas des autres. C'est pour ça que l'actualité africaine ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a des continuités qui sont de la redondance et puis que... Ouais, mais tu peux pas dire que tu t'intéresses, à l'Afrique et tu affirmes on voit que l'actualité africaine ne t'intéresse pas, ça n'a pas de sens. Oui. L'actualité puisque l'Afrique est en mutation. Non. Est-ce que l'Afrique que tu as aujourd'hui, que tu as capté en 2005, reste l'Afrique de 2021? Non, l'actualité africaine ne m'intéresse pas à ce sens que c'est l'histoire, moi je fonctionne sur l'histoire, la grande histoire, c'est-à-dire les grandes questions, la profondeur, c'est ça qui m'intéresse. L'actualité ne m'intéresse pas. Voilà. Je te dis... Il y a des pays, je peux prendre un autre pays en Afrique encore. Alors, il y a par exemple des pays comme l'île Maurice. Ça avance à l'île Maurice. Oui,
Tout dépend de ce que vous entendez par avance. Je dis vraiment avancer, c'est-à-dire que ce soit l'espérance de vie, le climat, le bon vivre, mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Moi, une certaine liberté et le meilleur partage de ce que le pays possède. C'est ça que moi j'appelle avancer. Alors, là-dessus, je ne peux que te suivre et dire chapeau à ces pays qui font du bon boulot. Tout ce que nous cherchons, c'est le bien-être de notre peuple. Et si vous dites que ces pays-là se portent bien... Non, c'est vérifiable hein, par rapport aux autres. Moi, je ne peux pas commenter ça. Ces pays-là, c'est à eux de dire si tout va bien. Voilà. Moi, je considère que... Non, je considère... Tout ne peut pas aller bien. Même en Suisse où tu es, tout ne va pas bien. Non, en tout cas, le Moltra ne rêve pas de ce que nous sommes en train de voir sur le continent africain aujourd'hui. C'est ça la base de notre réflexion. Nous ne sommes moi je comprends. Moi je comprends. Je voulais juste apporter une autre vue, une autre perspective. Non, je l'entends. Sauf si le Moltra prétend avoir l'unique seule solution. Non. Donc, ok. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a d'autres voies, mais ces voies-là, pour évaluer ces voies-là, il faut aller chercher ce que l'histoire, les peuples ont fait dans l'histoire. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire que j'évalue, pardon, je veux juste argumenter un tout petit peu. J'évalue ces voies-là à l'aune de ce que les autres peuples ont fait. Et comment les autres peuples ont fait quand ils se sont trouvés dans des situations assez similaires aux nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce que les peuples ont fait? Aucun peuple n'a fait ce que l'Afrique est en train de faire. C'est ça que je dis. Et s'il y a quelque part où un peuple a fait, dans une situation de domination coloniale, ce que l'Afrique a fait, c'est-à-dire faire du cosmétisme, essayer d'arranger un peu, faire des prières, faire des élections et tout ça avec des opposants frelatés. Bon, et puis que ce peuple est devenu puissant sur la scène internationale, il faut qu'on me le démontre. Moi, je n'ai pas vu ça. Maintenant, si les Africains sont capables de se contenter de l'état dans lequel ils se trouvent, ok. En tout cas, nous, ce n'est pas ce que nous rêvons pour notre peuple. Un peuple qui a connu l'Égypte antique, le peuple bâtisseur des pyramides, ne peut aujourd'hui être dans cet état de nudité et de faiblesse où tout le monde le méprise, l'écrase et va continuer à le dominer. Pour nous, c'est inacceptable et donc nous ne pouvons pas nous contenter de demi-mesures. Et donc, nous allons continuer à travailler sur cette ligne-là, même si cette ligne est impopulaire, nous considérons que c'est cette ligne-là que l'histoire a indiquée au peuple. Et les Africains, à un moment donné, finiront par le comprendre et prendront leurs responsabilités. L'Afrique se fera à partir de cette ligne-là ou elle ne se fera pas. Bon, allons dans le sens, hein, puisqu'aujourd'hui c'est le Moltra qui est en avance, donc c'est vous qui êtes à l'honneur. À supposer que ce tsunami populaire soit fait, dans le sens défini par le Moltra. Vous avez le pouvoir, les dictateurs sont partis, les colons peut-être sont éloignés. Quelles peuvent être les réformes? Parce que, tu l'as dit, il va falloir former les gens, et maintenant le pouvoir est pris. Quelles peuvent être les réformes, les premières réformes dans le domaine peut-être culturel, éducatif? Première réforme, la destruction de l'école coloniale, sa reconstruction. Voilà, c'est la première chose à faire. Et qu'est-ce qu'on met dans notre, qu'est-ce qu'on met comme contenu dans la nouvelle école africaine? Enseignement de notre histoire, de notre parcours historique, hein, de tout notre parcours historique, la réalité du peuple noir, pourquoi nous devons aujourd'hui nous inscrire dans l'unité africaine, pourquoi nous sommes un même peuple, pourquoi nous nous retrouvons morcelés, pourquoi aujourd'hui il y a des tribus, pourquoi aujourd'hui nous sommes éparpillés comme nous le sommes aujourd'hui, pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation de faiblesse. Et là, on l'explique. Donc, l'école nouvelle doit former un Africain nouveau. À partir de là, nous nous attaquons à toutes les religions qui sont implantées en Afrique, qui rajoutent de la confusion à la confusion. Et à partir de là, développer l'agriculture, parce que c'est ça qui va être le moteur du développement de l'Afrique. Voilà. Et à partir de l'agriculture, et comme là, encore une fois, je cite l'Ivoirien, il est décédé il y a 2-3 ans maintenant, qui était le directeur de la Commission économique de l'Union africaine. Donc, je donne un exemple tout à fait qui ne va pas dans mon sens. Il dit que l'agriculture africaine doit être détruite parce que c'est une agriculture coloniale, qu'il faut refaire l'agriculture. Donc, voilà quelqu'un qui vient du système, qui aujourd'hui, après avoir exercé toute sa carrière professionnelle au sein de l'entraille du monstre de l'Union africaine, dit tout haut ce que nous disons depuis des années. Donc,
détruire l'agriculture coloniale, stopper toutes les productions caféières, cacaoyères, bananières, et puis se battre pour faire une agriculture qui d'abord répond aux besoins des Africains, donc nous-mêmes nous devons manger, et à partir de là, le surplus doit nous aider à développer l'agro-industrie, à partir de laquelle nous allons développer les autres industries. Et c'est il y a un point là où certains vont te rétorquer que est-ce que faire l'agriculture pour nous nourrir exclut l'agriculture pour exporter? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être parallèlement mettre plus d'accent sur ce qu'on mange, mais détruire ce qui rapporte les devises? Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être beaucoup plus d'idéologie que le réalisme économique? Alors, j'aimerais bien, encore une fois, là aussi, que les réalistes nous disent qu'est-ce que l'agriculture coloniale, caféière, bananière nous a apporté. À part, non, elle nous a rien apporté. Hein. Je crois que tous les Africains sérieux savent que jusqu'à présent, ça nous a rien apporté. Parce que peut-être on refuse de faire ne serait-ce que une première transformation. On peut s'imposer, on peut se donner les moyens, ne serait-ce que... C'est pas qu'on refuse, non, c'est pas qu'on refuse. Il y a un système, c'est-à-dire l'Afrique a un rôle particulier dans la mondialisation. Non. Mais on refuse. Plus que nous serons déjà indépendants, plus que nous aurons notre tsunami, plus que nous pourrons déjà décider de nous-mêmes. On peut dire que, bon voilà, si vous ne voulez pas qu'on fasse de la poudre de cacao qui va nous rapporter 2 fois, 3 fois plus, désolé, vous allez planter le cacao vous-même chez vous. On peut quand même, parce que les Allemands fabriquent les voitures, mais ils ne consomment pas 10% des voitures qu'ils fabriquent. Hein. Oui, mais disons que chaque pays... Il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire, d'un côté, d'abord produire d'abord ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, mais ne pas négliger, on est quand même, la globalisation, l'Afrique ne va pas vivre isolée. Voilà encore un bon terme. Ça nécessite 1h30 de débat, la globalisation, parce que ça c'est... On va t'inviter un autre jour pour ça. Mais je veux dire que si nous voulons que l'Afrique se refasse et réponde à ses propres besoins et se développe, se libère et se développe, il va falloir absolument se départir des chaînes, des choses qui nous ont enchaînés jusqu'à présent. Et dans la liste, il y a l'agriculture coloniale, productrice de café, cacao, ce qui fait que nous avons une place particulière dans la mondialisation justement, c'est-à-dire un continent producteur des matières premières et des fruits exotiques et tout ça. Et puis, qu'est-ce que nous recevons quand nous fournissons tous ces biens-là à l'étranger? Nous recevons les biens, les produits finis, de basse qualité d'ailleurs, à un prix très élevé. Donc, si l'Afrique veut rester dans ce système-là, libre à elle de le faire. Mais moi, je rêve de grandeur. Je veux que mon peuple devienne grand et redevienne un peuple grand qui compte dans l'histoire et qui ne soit plus relégué à la marge de l'histoire. Et par conséquent, tout ce qui a enchaîné l'Afrique doit absolument être détruit. Et à partir de là, l'Afrique doit reconquérir son autonomie, de sorte que si l'Afrique veut produire un bien qui puisse lui apporter de la devise, etc., ben c'est à elle de définir et non obéir à un agenda international qui lui impose de cultiver ces produits-là. Ok, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut, lorsque nous avons réussi notre tsunami populaire, notre insurrection, nous avons défini ce que nous mettons dans le contenu de notre enseignement pour un Africain nouveau, nous avons défini ce qu'on mange d'abord en priorité pour ne pas être dépendant du riz qui vient de Chine, de partout, ou de la farine de blé, alors que nous avons le maïs et tout. Est-ce que la suite, c'est pas la défense? Est-ce qu'on ne doit pas avoir des armes de destruction massive aussi? Alors ça, mon cher avait déjà parlé de ça depuis 20 ans aussi. C'est-à-dire que, effectivement, quand un peuple fait sa révolution populaire et engage la révolution culturelle pour sa renaissance intellectuelle, morale, spirituelle, donc, je précise, hein, comme force de dissuasion, hein. Voilà. C'est pas, il ne faut pas que je sois mal compris. Est-ce qu'on ne doit pas penser aux armes de destruction massive, armes atomiques, comme force de dissuasion, pour que quelqu'un à Berlin n'ait plus l'idée de dire que mais je ne vais pas reprendre. Ils ont pris, mais maintenant, je leur donne 5 ans, 2 ans, je reprends ce que nous avons eu. Absolument. C'est-à-dire que quand un pays ou un peuple entre dans cette phase de renaissance,
absolument qu'il doit se doter des instruments de défense pour dissuader toute velléité de reprise en main de la situation, aussi bien par les forces étrangères que par leurs alliés internes, que par les alliés locaux, qui sont des élites bureaucratiques corrompues d'hier, de qui le pouvoir a été retiré. Donc, évidemment que l'Afrique devra s'inscrire dans une logique de militarisation pour éviter une nouvelle reconquête à partir du moment où nous allons enclencher cette phase. Tout ça se fait dans un ensemble. C'est un ensemble de choses qu'il faut engencer et qu'il faut activer au même moment. Mais en tout état de cause, la priorité doit être donnée à une révolution culturelle qui passe d'abord par la destruction de l'école coloniale avec ce que ça comporte sur le plan religieux. Et puis à partir de là, remettre progressivement l'économie africaine en marche en visant effectivement sa défense par des outils militaires appropriés. Ok, on rappelle aux auditeurs, aux internautes qui peuvent poser des questions. Nous avons encore quelques minutes. Je rappelle le titre de l'émission, la question panafricaine, la stratégie de libération et de développement de nos pays, vue par le MOLRA, de notre frère, ami, qui est le secrétaire général, monsieur Komla Poli. Il y a déjà une question qui est posée là. Est-ce que la régie peut la remettre? Voilà. L'appellation de nos espaces de vie enclos-coloniaux est-elle porteuse d'un rêve de vie meilleure? Alors, pas du tout, parce que je ne suis pas un marchand de rêves et je suis un réaliste, je vois le monde tel qu'il est. Ce que le MOLRA essaie de faire, c'est d'apporter aux Africains une description claire de ce que représente l'État africain. À partir de là, de dire, si l'État africain est cet enclos colonial-là, eh bien, il va falloir pour les Africains de se mobiliser, de se former, de s'organiser pour détruire cet enclos colonial qui est un corset à partir duquel nous ne pourrons jamais nous élancer vers l'avenir. Donc, nous, au MOLRA, nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Je suis réaliste et je vois la scène internationale telle qu'elle est et je dis aux Africains d'en prendre de la graine et puis, à partir des considérations qui sont des considérations réelles, développer les actions qu'il faut, qui sont adaptées à nos situations pour aller de l'avant et non rêver. Ok. Il y a une autre question encore là que personnelle encore. La diplomatie après le tsunami populaire, comment elle peut se présenter, ne serait-ce que des esquisses, comment le MOLRA entrevoit? Allons-nous continuer, nous allons vivre en autarcie, ou alors quelle serait la stratégie future de la démocratie de ces enclos coloniaux lorsqu'ils ne seront plus enclos? Ouais. Première axe de la reconstruction de l'Afrique, remettre les enclos coloniaux ensemble. Donc, première offensive à partir d'un enclos colonial qui serait libéré, c'est d'aller vite fait vers les autres enclos qui sont en place et puis essayer de reconstituer une unité africaine de sorte que l'Afrique devienne un ensemble qui puisse peser. Et à partir de là, tout sera relativement facile pour nous parce que nous aurons constitué un ensemble puissant, fort, compact, avec des intérêts clairement définis que nous pourrons défendre sur la scène internationale. Donc, pour nous, la diplomatie africaine sera d'abord faite à partir de l'intérieur de l'Afrique, c'est-à-dire à partir de la régulation interafricaine d'abord. Voilà, à partir de la redéfinition des intérêts communs des Africains. Et puis, à partir de là, voilà, nous serons suffisamment forts pour ne plus nous laisser dicter quelque politique que ce soit depuis l'extérieur parce que nous aurons les instruments continentaux capables de guider notre positionnement ou nos positionnements sur la scène internationale sans aucune difficulté. Voilà, parce qu'un pays qui a résolu ses problèmes internes a déjà conquis une place sur la scène internationale. Voilà. Ok, avant de conclure cette émission, les auditeurs, les internautes peuvent toujours poser des questions. Le temps pour nous de donner quelques noms de panafricains. Nous avons essayé, nous avons pris dans le lot, et notre invité va nous dire ce qu'il pense de leurs actions, qu'est-ce qu'il en est exactement de son point de vue, de quelqu'un qui est très éveillé et qui suit à la loupe le développement de mouvement. Je commence par notre frère Atchadam, du Parti national panafricain. Tipi Atchadam, un homme qui, à un moment donné de la vie politique illusoire des Togolais, a vendu du rêve. Et puis, malheureusement, bon, ce rêve n'a pas donné des lendemains fructueux parce que
Tipi Atchadam n'a pas poussé sa réflexion jusqu'au bout. Il s'est arrêté à mi-chemin parce que voulant composer avec les éléments du système en place, eh bien, il a été noyé et complètement laminé, de sorte qu'aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Et donc, je pense que le problème fondamental de Tipi Atchadam, c'est de n'avoir pas saisi la main tendue de quelques mouvements comme les nôtres, parce que lui n'est pas venu nous chercher, mais nous, on a été le chercher pour lui donner quelques éléments d'analyse, de réflexion, voire partager ça avec son mouvement, ce qu'il a refusé avec ces éléments qui l'ont entouré. Eh bien, aujourd'hui, le résultat est devant nous et ce résultat plaide pour lui. Donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter. Le jugement est déjà là, le jugement de l'histoire est là parce que on a voulu composer avec les éléments contradictoires du système pour pouvoir le vaincre. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Un autre politicien, hein, c'est Olympio. Est-ce qu'il est dans la direction du grand Olympio, le grand-père, je crois? Est-ce que quelle est la direction du président du parti des Togolais? Ouais, l'UFC. Vous parlez de Jekris Olympio, qui est le fils du père de l'indépendance. Ouais, voilà, justement. Non, Jekris Olympio n'est que l'homme de lui-même aujourd'hui. C'est fini la grande époque de l'UFC, de l'Union des forces du changement. Il n'est pas Jekris Olympio qui avait drainé beaucoup de mouvements populaires. Mais encore une fois, c'est le propre des opposants africains. Je dis encore une fois que les opposants africains ne peuvent pas résoudre le problème africain parce que ces gens cherchent à résoudre un problème colonial par les voies de l'élection, du dialogue, des médiations, etc. Ça ne peut pas aboutir. Ça n'existe pas. Donc, les Africains se trompent de chemin. Et donc, Jekris Olympio fait partie de cette race d'opposants institutionnels qui aujourd'hui servent de béquille au système qu'il a combattu hier. Bon, on a un autre qui monte en Afrique, Ousmane Sonko du PASTEF au Sénégal. Ben, Ousmane Sonko, bon, jeune, qui a le verbe facile, mais bon, voilà, je pense que lui aussi il va se faire manger par ce système parce qu'il a choisi la voie électorale. Il va finir, s'il continue sur cette voie-là, je pense qu'il finira comme d'autres opposants, d'autres grands nord-africains qui sont restés dans l'opposition ad vitam aeternam et qui finalement peut-être ont fini même par adhérer au système en allant dans ce qu'ils appelaient les gouvernements dits d'union nationale. Donc, je pense que la voie électorale ne peut pas prospérer pour l'instant en Afrique. La solution, c'est de mobiliser le peuple, de redonner la force, sortir le peuple de sa faiblesse aujourd'hui face à ce système. C'est la seule voie. Si les gens ne veulent pas voir ça, ben c'est tant mieux. Et je pense que Ousmane Sonko s'inscrit aujourd'hui dans ce système-là. En tout cas, pour le moment, ça va pas réussir. Un jeune, hein, entre guillemets, parce que ceux qui l'ont vu grandir continuent à dire qu'il est jeune, alors qu'il est depuis déjà 20 ans dans la scène. Il est déjà un monsieur, donc je me refuse encore de continuer à l'appeler jeune. Blé Goudé qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore eu son passeport. Alors, Blé Goudé, c'est un aîné à moi. J'ai été en 2003, 2004, 2005, je l'ai fréquenté. On était en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, on a fait beaucoup de choses. Mais voilà ce que j'ai appris quand j'étais allé les voir, c'est que les patriotes, au-delà du discours, il y avait en tout cas un réel discours clair, net, mais du point de vue de la réalité et du vécu, des pratiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça n'a pas d'ailleurs manqué de leur coûter après, parce que le régime de Laurent Gbagbo a été détruit, Blé Goudé arrêté. Bon, aujourd'hui, il est dans une phase de résurrection. J'espère qu'ils ont appris les leçons de l'histoire depuis leur prison de La Haye et puis qu'ils vont retourner en Afrique pour définitivement comprendre qu'un système colonial, on ne peut pas jouer avec, mais plutôt qu'on le combat de manière résolue jusqu'à la mort. Ok, maintenant, deux anciens, comme on dit en Afrique, deux doyens qui nous ont fait quand même assez rêver. Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré, grand patriote africain, vilipendé parce qu'à chaque fois qu'un patriote africain ose lever la tête, il faut le vilipender, le détruire, couler son économie, le souiller et lui coller tous les noms d'oiseaux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Sékou Touré vit dans les mémoires des Africains
à l'instar de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, de Shaka Zulu et de quelques grands noms. Donc, salutations, nous sommes les descendants et les continuateurs du combat que Sékou Touré a mené. Ouais. Le dernier nom, c'est Mohamed Kadhafi, le guide suprême de la révolution. Le guide, grand homme que j'ai eu l'honneur de connaître en 2004, il me semble, si ma mémoire est bonne, où j'avais fait un voyage en Libye. Je l'ai vu de très près. Il est venu nous parler dans la galaxie de la jeunesse panafricaniste. Il nous disait qu'il nous avait convoqués pour faire de nous des missionnaires. Qu'à partir de la Libye, que nous puissions retourner dans nos pays, qu'il est prêt à financer des mouvements de libération nationaux en Afrique. Malheureusement, il a été victime du noirisme, ce que j'appelle le noirisme, parce que quand Obama est arrivé au pouvoir, Kadhafi était l'un des dirigeants révolutionnaires à être très content et il prédisait, mais il a même souhaité que Obama puisse rester au pouvoir éternellement parce que pour lui, Obama annonçait un changement. Sauf que c'est mal connaître le système. Obama, malgré sa partie noire, est tout à fait assimilé à ce système. Et c'est pas une question de couleur de peau. C'est là encore que les panafricanistes doivent faire la différence entre le noirisme et le panafricanisme réel. C'est-à-dire tout ce qui est noir, c'est notre frère, donc on doit communiquer avec. Non, pas du tout. Donc voilà, Obama a finalement réglé sa fête à Kadhafi et c'est bien dommage parce que je pense que si Kadhafi était resté un peu plus dans sa position, aujourd'hui il serait encore en vie et la Libye aurait pu apporter beaucoup de choses à l'Afrique des années 2015-2020. Ok, on a une question là, hein, elle est un peu longue là, je crois que tu peux la lire d'un internaute, je crois c'est la dernière question. Alors, l'interlocuteur, le compatriote Eric Tonam, que je salue fraternellement, me pose la question de savoir ce que je pense de ceux qui disent que le problème de l'Afrique est en priorité un retard scientifique et technologique et son incapacité technologique. Ça, je l'ai entendu 1000 fois. Je ne rentre même pas en matière sur ce type de questions parce que le problème que nous avons, comme je l'ai dit, c'est le problème colonial et ce système colonial a sécrété une école coloniale qui ne nous a pas formés à résoudre nos problèmes. Les sciences sont découvertes en Afrique, majoritairement en Égypte. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait de tout ça? C'est pas enseigné. Les gens ne savent même pas de quoi on parle. Donc, c'est ce système colonial qui a plongé l'Afrique dans ce semblant, dans ce faux retard. Et donc, c'est pas une question de technologie. C'est plutôt une question éminemment politique. D'abord, de la reconquête de notre espace géographique. Et puis, une fois qu'on reconquiert notre espace géographique, nous pourrons résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, la question technologique, ce n'est qu'une question de temps. À partir du moment où nous allons reconquérir notre espace et reconstruire notre État, nous allons redéfinir nos priorités et nous verrons que l'Africain est un être éminemment scientifique. Car contrairement à ce qu'on dit, les Africains ne sont pas du tout des attardés mentaux et qui n'ont aucune notion de la science. Ça fait partie du racisme développé au XVIIe, XVIIIe siècle contre les Noirs pour pouvoir mieux les dominer, les écraser. Ok, une autre question d'actualité que je vais poser qui sera peut-être la dernière et après on conclut l'émission parce que nous sommes déjà à près d'une heure, plus d'une heure et demie. Il y a une actualité aujourd'hui en France, la potentiel candidat et potentiel président de la République, Éric Zemmour, qui est inquiet de ce qu'on appelle en France le grand remplacement. C'est-à-dire les Noirs et les Arabes qui vont être majoritaires et les Français dits de souche qui n'auront plus le pouvoir. Est-ce que c'est pas une chance pour les pays africains? Pour moi, Éric Zemmour, c'est une chance. Je prie même nos ancêtres que les Français l'élisent. Comme ça, bon, ils verront ce qu'il peut apporter. Donc, moi, je suis pro-Éric Zemmour et je prie même que les Français, qui n'ont même pas besoin de faire des élections, qui le portent directement à l'Élysée à la place de Macron, comme ça, c'est déjà réglé. Comme ça, bon, ils s'éviteront d'aller aux urnes. Et donc, bon, plus sérieusement, je pense que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui vit avec ses démons. Mais je pense que la France ne peut pas s'empêcher
de connaître un déclin à cause notamment de sa politique africaine. Et je pense que Éric Zemmour, au lieu de faire ce diagnostic, cette analyse-là, est en train de racialiser le problème, ce qui est, à mon avis, complètement faux. Mais voilà, personne. Mais est-ce que le racisme n'existe pas? Oui, le racisme existe. On prend l'exemple en Allemagne, hein, pour éviter le vieillissement de la population. On a préféré aller chercher, je sais pas, un demi-million de Syriens. On pourrait, par mesure d'humanisme, définir peut-être des quotas d'immigration, comme on le fait ailleurs, où on dira que, bon, voilà, ceux qui veulent vivre en Allemagne, il y a un quota de, je sais pas, 50 000, comme on fait, et avec une proportion pour chaque pays par rapport à truc. Alors, il y a deux questions que vous avez posées. La première, c'est de savoir si le racisme existe. Oui, le racisme existe, parce que ce sont les Occidentaux, les Européens, notamment au XVIIe siècle, qui l'ont théorisé. Donc, quand j'entends parfois des Occidentaux dire qu'il y a un racisme anti-blanc, ça me fait sourire gentiment. Parce que les Africains n'ont jamais théorisé le racisme. Nous n'avons pas développé les théories selon lesquelles les Africains sont supérieurs aux Blancs. Et en fonction de ça, nous avons esclavagisé, dominé, colonisé les autres en venant leur imposer nos civilisations, nos langues, nos cultures, etc. Jamais l'Afrique n'a fait ça dans l'histoire. Donc oui, le racisme existe, mais le racisme est une fabrication purement européenne. Donc ça, il faut le marteler. Et ensuite, le deuxième volet de votre question, c'est de savoir si un pays a le droit de choisir sa population. En gros, ses immigrés, oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, à partir de ce principe-là, les Africains aussi ont le droit de choisir avec qui ils veulent cheminer, hein, dans leur périple sur Terre. Donc, il n'y a pas de droit historique de quelque espèce que ce soit réclamé sur l'Afrique parce qu'on serait les premiers à coloniser telle ou telle partie de la terre africaine. Mais encore une fois, tout ça, ça revient à dire aux Africains que c'est à eux et à eux seuls de faire ce qu'il faut pour sortir par la grande porte, pour éviter que les autres continuent à nous mépriser, à nous cracher dessus. Ok, nous avions aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Face à Face, un grand panafricain, quelqu'un qui prône un tsunami populaire pour mettre à plat tout ce que nous avons dans tous les enclos et après nous imposer une école purement africaine, ou alors, selon le paradigme et les volontés des Africains, une agriculture pour se nourrir et non orientée vers l'exportation, une défense conséquente et bien naturellement une diplomatie qui ira dans le sens premier de mettre tous les Africains ensemble, de réunir l'Afrique pour être encore plus fort. Notre invité était Monsieur Komla Bonkli, secrétaire général du MORA. À vous le dernier mot, mon cher Komla, pour conclure et définitivement pour finir cette émission. Je veux remercier votre radio Bonham et surtout la régie pour l'excellent travail qui est fait. C'est une découverte pour moi, sincèrement, je dois le dire. Je tiens vraiment à vous remercier pour le travail et la qualité du travail que vous faites. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la construction de l'Afrique de demain partira de ce que nous aurons décidé de faire en interne. Parce qu'un pays n'est grand qu'à partir de ce que ces peuples ont fait à l'intérieur de leurs frontières. D'abord, et c'est à partir de la résolution de nos problèmes internes que nous allons croître et nous allons avoir de la pondération et de la puissance sur la scène internationale. Donc, tant que les problèmes internes africains resteront, il n'y aura pas de salut pour l'Afrique et l'Afrique n'aura aucune considération. Raison pour laquelle nous disons que notre peuple étant dans une situation de déclinaison, de désorganisation, de misère, etc., nous disons qu'il faut partir de cette réalité-là, c'est-à-dire que de ce point de vue, nous sommes en quelque sorte des matérialistes, nous disons partons de ce qui est notre réalité et puis transformons cette réalité-là en faisant un travail de mobilisation, de formation et surtout d'organisation parce que notre problème principal, c'est la désorganisation. Si nous arrivons à mettre de l'ordre dans tout ce que nous sommes en train de faire, eh bien, nous allons regagner un peu de la force, de l'énergie, de la puissance, ce qui nous mettra au même niveau de capacité d'action que les régimes en place qui sont installés depuis l'extérieur, qui nous immobilisent. Et puis, à partir de là, nous pouvons combattre véritablement ces régimes-là, les détruire, reprendre en main notre espace géographique et ensuite le transformer. Parce qu'il n'y a pas
de résurrection dans l'histoire sans sacrifice populaire. Et c'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Donc, nous disons partout où les Africains sont, notre devoir, c'est d'aller les uns vers les autres, nous rechercher, nous donner la main, commencer par réfléchir ensemble sur nos problèmes et leurs solutions et mettons nos énergies en commun. Ça nous donnera de la force pour pouvoir combattre efficacement. Donc, il n'y a pas de raccourci dans l'histoire de l'humanité qui puisse permettre au peuple d'aller vers la grandeur. L'Afrique se refera à partir de la sueur et du sang des Africains eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup et belle conclusion. L'Afrique se refera par la sueur, le sang des Africains. Merci et à la prochaine, à la technique, mon frère Michel Obelge. Et merci beaucoup pour votre fidélité. À la prochaine. Bye bye. Merci, bye. Listening to your #1 station. I love this station. This is Radio Bonhomme. Radio Bonhomme, rien ne nous arrêtera. Radio Bonhomme, vous faites bien de l'écouter. Radio Bonhomme, c'est l'information, de la musique, des documentaires et des jeux.